Bonjour à tous. Alors que l'on s'attendait à voir diffuser le 14 juillet le teaser qui avait fuité la semaine précédente chez Amazon Brésil, et dont j'avais peut-être préparé l'analyse en avance, on a eu le droit à un trailer de 2 minutes 30, excusez du peu, et sur lequel on va s'attarder. En tout cas, vous allez voir, il permet d'assembler pas mal de pièces du puzzle, notamment concernant l'attaque des orques. Alors, il n'y a pas de spoil majeur si vous connaissez les grandes lignes de l'histoire de Tolkien, et les spoils mineurs ne concernent que le premier ou deuxième épisode de la série. On reprend donc exactement là où l'on s'était laissé, le petit bras d'eau nous conduisant à la capitale de Númenor, avec en bas un navire numénoréen. Navire dont les voiles, comme certains l'ont si bien dit, font énormément penser à cette partie de la couronne du roi Elessar. Et alors que l'on entend ce qui ressemble aux premières notes de la musique de faucon des films, l'on va avoir le droit à ce que l'on attendait depuis un moment, de nombreux panoramas de villes, en commençant par Valmar, la cité elfe que l'on avait déjà vue sur la toute première photo diffusée par Amazon il y a presque un an maintenant. Alors qu'un elfe dont on sait maintenant qu'il s'agit de Finrod, l'un des frères de Galadriel, monte la colline, on en prend littéralement plein la vue avec ce plan des deux arbres de Valinor, Telperion et Laureline. L'image est splendide, mais l'on sait qu'elle ne fera partie que du prologue, donc on va enchaîner rapidement avec une très belle vue de la Nouvelle-Zélande, avec en bas, traversant la rivière, un groupe d'elfes, très certainement le commando d'une vingtaine d'elfes conduits par Galadriel pour traquer les forces du mal, que l'on retrouve en haut d'une montagne enneigée, moitié moins nombreux, comme quoi l'ascension risque de ne pas être de tout repos, ce que l'on devine déjà sur ce passage qu'on voit ensuite. Et là, on va commencer à voir de nombreuses villes du second âge. Avec tout d'abord Lindon, qui est juste... waouh. Non mais c'est vrai, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans une scène coupée des films de Peter Jackson? On a la sensation que l'on a pris Caras Galadon, perché sur ses arbres de la Lorienne, pour la poser au bord d'une falaise. Bon, par contre, vu comme c'est en hauteur et ouvert de partout, il doit pas faire chaud l'hiver quand il y a du vent, mais bon. Néanmoins, on n'aperçoit pas, ou en tout cas personnellement je n'aperçois pas, l'arbre, le Malorn, qu'on avait vu jusqu'ici quasiment systématiquement. Il ferait donc probablement partie d'un lieu plutôt excentré de la ville et servant uniquement pour les cérémonies ou du moins les événements importants. Après cette vue de la cité elfe, nous est présenté le royaume nain de Khazad-dûm. C'était l'image que je voulais le plus voir. Je suis un grand amoureux de la race naine et là honnêtement je ne suis pas déçu. On retrouve ici le côté très rectangulaire de toutes les constructions naines, et on sent vraiment les habitations taillées dans la roche. Et clairement, c'est ici ce que l'on n'a jamais hélas vu dans les films de Peter Jackson. Une ville avant d'être une mine. Entendons-nous bien, j'adore la Moria des films, mais même dans la version longue, on ne comprend pas comment les nains pouvaient y vivre. Miner, ça on le comprend tout à fait, mais on ne voit que des couloirs ou des chemins menant à des gouffres sans fond. Et surtout, on ne voyait aucun puits de lumière. Hormis celle de la tombe de Balin, mais c'est pas avec ça que vous aurez votre dose de vitamine D et surtout que vous renouvelez l'air du bazar. Rajoutez à cela qu'il n'y a aucun accès à l'eau, or c'est quand même quelque chose d'assez commun d'avoir des rivières souterraines, et c'est nettement plus pratique niveau hygiène et besoins vitaux. Et là pour le coup, on a ces deux éléments essentiels à la vie. Des cavités donnant sur l'extérieur permettant d'avoir de l'air et de la lumière, tout en ayant des rivières d'eau, ce qui s'accompagne même d'un peu de végétation. Et en l'occurrence, avec cette image, on reconnaît la caverne The Lost World, dont je vous avais parlé et qui a servi d'inspiration pour la Moria, et qui franchement rend particulièrement bien. On notera aussi que les nains actionnent un mécanisme faisant pivoter un immense miroir afin de réfléchir la lumière dans toute la cité. Une idée qui semble très inspirée du Seigneur des Anneaux Online si jamais vous connaissez, et qui est franchement une excellente idée. Pour illustrer ces propos, le teaser nous montre des villageois humains faisant la moisson, et dites-moi, ça serait pas le village de Tir Arad? Et surtout, ça ne serait pas le village dont on avait eu la vue satellite dégueulasse il y a quelques mois?
Ça correspondrait avec la maison ici, le grand arbre là, et tout au fond la maison sur la colline. Dans tous les cas, c'est clairement l'arbre que l'on voyait sur la photo avec Bronwyn et Arondir. Ce serait donc vraiment un village humain modeste. On comprend mieux qu'ils ne puissent se défendre contre les orques, et je suppose qu'ils iront se réfugier dans la tour de guet qui sera attaquée ensuite par Hadar et ses orques, mais on y reviendra en temps voulu. Viennent ensuite les deux fameux chasseurs, qui clairement sont des humains, se faisant épier par une pied velue, et visiblement pas qu'une. Les showrunners nous avaient dit que ces deux chasseurs seraient anecdotiques dans l'histoire du début de la série, alors j'en viens à me demander si ce n'est pas là leur seule utilité, à expliquer comment les pieds velus font pour ne pas se faire repérer même par des hommes expérimentés. On devine qu'elle utilise ce sifflet pour avertir les autres membres de son peuple. On passe ensuite sur les pieds velus, visiblement en pleine fête, costumés et dansant en agitant des merdes. Non pardon, mais bon, ça pour moi c'est une courge séchée, et ça c'est le bouquet de fleurs oublié depuis 2 mois sans eau en haut d'une armoire. Blague à part, clairement les ancêtres des Hobbits célèbrent un événement ou une date. Et déjà à l'époque de cette photo de Empire Magazine, j'avais émis l'hypothèse du solstice d'été au vu des couleurs du ciel. Et si on estime que cette scène se déroule à la même période que celle précédente, où les habitants de Tir Arad fauchent le blé, on serait à l'époque des moissons. Or, en faisant un peu de recherche, j'ai appris que le solstice d'été était parfois appelé Lita, du nom de la déesse celte de la prospérité, de la fécondité de la nature, et je vous le donne en 1000, des moissons. Je pense qu'on peut donc affirmer que les pieds velus sont déguisés afin de célébrer le solstice d'été. On voit ensuite rapidement la pied velue dont on entendait la voix depuis le début, qui met donc l'accent sur le côté fraternel de son peuple. Après avoir de nouveau eu le droit à l'impact de la météorite vu il y a une semaine, on voit la botte de l'elfe, la même que sur cette photo, tandis qu'elle plante sa lame dans la glace, sans doute une fois arrivée au sommet de la falaise que cet elfe escalade. On notera ici que Galadriel tient une sorte de carte ou de livre ancien, ce n'est pas très clair. Alors peut-être pour trouver le troll de glace, mais je doute qu'il ait sa position indiquée sur Google Maps. Alors qu'Elrond tente de convaincre Galadriel d'arrêter le combat, en un lieu qui fait énormément penser à la scène du banquet de Lindon, l'on retourne dans la glace avec le commando se faisant épier par le troll de glace. On se demande un peu qui traque qui, mais clairement tout ce petit monde ne sortira pas d'ici vivant. Vous ne sortirez jamais d'ici, étrangers! Ce tombeau sera votre tombeau! Troll qui sera donc visiblement combattu par Galadriel, et qui, comme une bonne joueuse de jeu From Software, utilise la technique de la roulade pour éviter les coups. Alors, est-ce qu'elle le combat seule? C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est clairement elle qui l'achève. On en vient à un bref panorama d'une ville, qui alors là ouvrira la porte à de nombreuses théories. Vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement je n'ai pas d'avis tranché. Je ne pense pas que ce soit l'une des villes de Númenor, il y a trop de verdure et les bâtiments font beaucoup trop elfes, et je ne ressens pas du tout cette inspiration Grèce romantique qui, et on va en reparler après, a clairement l'air d'être la marque de l'île. On n'a pas non plus de statue. Et avant d'aller plus loin, Fellowship of Fans avait eu l'information, et à l'époque je n'en avais pas fait un point rumeur puisque je ne savais pas trop quoi en dire, mais qui concernait la présence d'une ancienne cité côtière elfique qui serait maintenant une colonie humaine et que les humains reconstruisent dans la série. Et ça pourrait correspondre. Ça correspondrait même très bien. Mais du coup, quelle ville? C'est là où le bas blesse. Si on exclut l'hypothèse d'une ville inventée pour les seuls besoins de la série, je ne vois que 2 options. La première impliquerait que l'information de Fellowship of Fans n'était pas totalement exacte, et que la ville est bien une ville elfique occupée par des elfes. Et dans ce cas, ce pourrait être la ville des Havres Gris, qui normalement aura un rôle important dans la série. On a ce côté ville à flanc de falaise, et les courbes de la ville me rappellent un peu celles de la version des films, surtout avec tous ces petits jardins. Le problème, c'est qu'Amazon aime clairement se rapprocher le plus possible des trilogies de Jackson. Et quoi de plus marquant dans les films que ce navire traversant ce détroit surplombé par 2 hauteurs? Et là, honnêtement, je ne vois pas comment cet élément pourrait être présent au vu de cette configuration géographique. Ce qui m'amène donc à la seconde option, Dol Amroth.
la ville portuaire humaine à l'emblème de cygne. L'intérêt de cette ville est que son origine n'est pas très claire. Dans une version, elle a été fondée au IIIe âge par un ancêtre fils d'un Numénorien et d'une elfe, tandis que la seconde version place la fondation de la ville au cours du Second Âge, alors que Numénor est à son apogée et qu'elle est l'initiative d'un fidèle et parent d'Elendil. La série aurait donc pu fusionner ces deux origines pour faire de Dol Amroth une cité elfe abandonnée que des proches de la famille d'Elendil reconstruisent au cours du Second Âge. Alors qu'on a la suite de cette conversation entre les deux elfes, l'on a le droit à une Galadriel au visage tuméfié et pleine de suie, dont la colorimétrie nous laisse fortement penser qu'il s'agit d'une continuité avec ce que l'on voit après, la scène la plus visuelle et la scène la plus énigmatique. Déjà, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, non, ce n'est pas l'équipe d'Amazon Brésil après le passage de Jeff Bezos. Plus sérieusement, on voit de nombreux corps coulant progressivement vers le fond de l'eau. Celui au premier plan, avec des cheveux mi-longs, qui est transpercé par une lance, pourrait être un elfe ou un humain. En revanche, les autres corps autour de lui semblent plus petits, plus trapus, et surtout ne semblent pas être en armure. Par contre, en ce qui concerne ça, je n'ai pas de certitude. Pour moi, on dirait une sorte de forteresse dont de la lave coulerait du sommet. Et là, pour le coup, il n'y a pas 1000 possibilités. Et je n'en retiendrai que 3 qui sont toutes tout à fait possibles, et surtout qui ont un impact direct sur l'histoire du Second Âge. La première tape dans le spoil des livres, donc attention si vous ne l'avez pas lu ou que vous ne connaissez pas les grandes lignes, mais ce pourrait être la Calabès, la destruction de Numénor. C'est tout à fait possible, on sait que des scènes d'inondation d'une ville ont été tournées et que la reine Tarmiriel aurait des visions de l'île se faisant immerger, potentiellement grâce aux Palantiri présents sur l'île. Le problème est d'abord qu'il ne faut pas se leurrer. Tout ce qu'on voit là en images, et ce depuis le début, sont des passages tirés du premier et au mieux du deuxième épisode de la série. Donc c'est très tôt, voire je trouve trop tôt pour nous montrer une vision de la Calabès, et ce à contrario des deux autres possibilités, la fin de la guerre de la colère et la bataille de Dagor Bragollach. La première conduisit à l'immersion du Beleriand, une région située entre Valinor et la Terre du Milieu. L'intérêt de nous présenter ce passage serait justement d'expliquer en quoi le monde peut être dévasté quand les dieux s'en mêlent, mais aussi de nous expliquer pourquoi la majorité des peuples pensent que le mal a été entièrement éradiqué. Enfin, ce pourrait être la bataille de Dagor Bragollach, l'une des batailles majeures ayant impliqué des elfes, des nains et des hommes contre des orques, des dragons et des balrogs entre autres. Ce qui expliquerait aussi pourquoi on a plusieurs carrures de personnages. Plus intéressant, c'est que lors de cette bataille, des rivières de lave jaillirent de la forteresse de Melkor, ce qui pourrait correspondre à ce que l'on aperçoit là. Enfin, le plus gros intérêt est que c'est au cours de cette bataille que périrent normalement 2 des frères de Galadriel. Ce qui me ferait dire que c'est l'option qui aurait le plus de sens narrativement pour la série. Changeons d'ambiance et d'endroit avec l'arrivée d'un navire numénorien dans un port de l'île. Et pour le coup, là où Numénor mais aussi la tenue de marin font très romain, les voiles du navire, elles, font nettement plus bateau asiatique. Mais on retrouve encore et toujours l'emblème du soleil. S'ensuit encore un magnifique panorama, une vue différente de celle du premier teaser, de l'une des villes portuaires de Numénor. Alors, pour rappel, la dernière fois que l'on avait vu ce port, la caméra était située ici. On passait au-dessus du pont et on avait le phare à gauche et la statue dans le fond. Statue qui, on le sait depuis, représente Eärendil, qui n'est autre que le père d'Elrond. Et on distingue même un aigle taillé dans la roche sur son épaule. Alors qu'Elrond et un Gil-galad toujours aussi impressionnant discutent sur le bord de la falaise où se trouve le fameux Malorn, on peut admirer à quel point tout de même les costumes sont de qualité. Passons donc sur les orques avec cette scène de prime abord assez anodine mais lourde en théorie. Déjà, si vous tendez l'oreille, vous entendez que les orques scandent quelque chose, et pour moi c'est un nom, celui de leur leader, Adar. Outre les orques que l'on avait déjà aperçus sur les premiers clichés de IGN, on note surtout à leur tête l'elfe corrompu Adar, ainsi qu'un homme à sa droite, peut-être un prisonnier même s'il a tout de même l'air de marcher de son plein gré, et à sa gauche un orque qui a l'air immense, peut-être justement le fameux orque qui combattra Arondir dont on avait entendu parler dans l'article.
La troupe de guerre traverse un pont qui, selon moi, n'est autre que celui menant à la tour de guet. Quoi de plus logique que de voir les orques venir du Mordor? Mais alors, pourquoi faire? Eh bien, j'en reviens au petit village de Tir Arad. On sait qu'il subira une attaque d'orques menée par Hadar. On sait que Théo, le fils de Bronwyn, détiendra une mystérieuse épée. On sait que Hadar sera à la recherche d'un objet important. On se doute aussi que ce village n'est absolument pas défendable. Il serait donc logique que Hadar, apprenant peut-être, grâce à ses éclaireurs, que l'épée brisée est dans ce village, décide de l'attaquer. Les habitants, sous les conseils avisés de Arondir, et voyant les orques arriver, décident d'abandonner Tir Arad et de se réfugier dans la seule place forte à proximité, la tour de guet elfique. Les orques, trouvant le village vide, Hadar aurait une conversation animée avec un personnage mystérieux encapuchonné, peut-être Sauron, et possiblement sur son incapacité à lui amener l'épée. Il déciderait donc de poursuivre les humains et se rendrait à la tour. Arondir ferait le guet et les verrait arriver sur ce passage. Ce qui expliquerait aussi l'environnement où se trouvaient les orques sur les photos. Il s'agit tout bonnement du bâtiment après le pont, espèce de petit fort ici. Mais du coup, ensuite... Eh bien, ensuite, mystère. Je suis toujours incapable de déterminer si Arondir se fait capturer après le combat dans la tour ou s'il était capturé avant. De même, la fuite dans la forêt que l'on avait aperçue pourrait se dérouler avant lorsque les habitants fuient le village, comme après s'ils devaient fuir la tour. On retrouve le fameux petit passage en bateau, où cette fois le trailer s'attarde beaucoup plus sur Galadriel, avec à côté d'elle un elfe totalement médusé. Ce qui me fait dire qu'il y a plus que des oiseaux à l'horizon. C'est un élément de l'histoire qui fera, je pense, couler beaucoup d'encre, mais au moins rassurons-nous en pensant que l'on verra, d'après l'article récemment paru, des créatures marines. Dans tous les cas, poursuivons avec ce passage de Myriel, encore quasiment pile le même, mais cette fois accompagné d'une vue aérienne, qui nous permet de constater qu'elle marchait en compagnie de celui que l'on adorera détester, Ar-Pharazôn. On assiste ensuite à deux pieds velus accompagnés du fameux homme tombé en météorite, contemplant, tel un peu des enfants, les vers luisants. Et là, attention, on en prend plein la vue, avec d'abord Elrond escorté en Khazad-dûm par deux gardes nains, qui alors là sont magnifiques, une bonne armure avec un casque imitation barbe, et surtout cette vue de la ville. Il y a un parfait mélange entre la roche, l'eau et la végétation, qui on le constate est beaucoup plus présente. On devine même une sorte de potager à gauche, et on sent que la ville est pleine de vie, avec notamment une carriole tirée par des vaches ou des bœufs. Mais fait étrange, c'est que les nains semblent s'écarter très tôt pour la laisser passer. Donc cela pourrait être autre chose qu'un simple chariot de marchandises. L'on voit ensuite pour la toute première fois le roi Durin III, interprété bel et bien, comme j'avais pu vous le dire, par l'acteur Peter Mullan, et qui là pour le coup fait nettement plus vieux en effet. La couronne en revanche me laisse un peu dubitatif, je dois l'avouer, mais j'attendrai d'en avoir vu plus le concernant avant de me prononcer. Comme tout bon trailer, il faut la petite scène déjà vue, et cette fois c'est celle encore assez obscure du casse-caillou. Des cailloux, ça m'énerve! Ça l'énerve, le caillou? On voit ensuite Halbrand, visiblement marqué au visage par son passage en mer, au milieu de ce qui semble clairement être la salle du trône de Numénor, entouré par des civils, probablement des nobles, arborant pratiquement tous un étrange code couleur. On notera aussi le garde portant une lance, encore une fois présente le symbole du soleil. Revoilà la charge de cavalerie, qui, on le sait grâce à l'article paru le matin du trailer, est la cavalerie de Numénor. Une charge qui semble être menée ici par Galadriel et peut-être Halbrand à ses côtés, mais qui sera composée de beaucoup plus de beau monde que ça, avec Isildur, mais aussi la reine de Numénor en personne, qui a une classe rarement égalée. Alors que l'on voit Galadriel se faire pratiquement foudroyer sur son radeau de la Méduse, on a le droit à une autre vue du navire numénoréen qui viendra probablement la secourir, elle et Halbrand, avec toujours la petite emblème du soleil qui va bien. On trouve à son bord le matelot Isildur, qui porte comme ses camarades une tenue mais alors tellement romaine. Par contre, là, honnêtement, je suis d'accord. On ne ressent pas trop la ressemblance avec sa version plus âgée des films. C'est un choix de scène de la part d'Amazon que je ne comprends pas. On a l'impression qu'ils ont pris littéralement la pire. Honnêtement, pour avoir vu de nombreuses photos de l'acteur, je vous jure c'était pour les besoins de la vidéo,
Il est nettement plus ressemblant à une vision jeune d'Isildur que l'on connaît. Ou tout du moins, il est nettement moins joufflu qu'il n'y paraît ici. Cette photo est par exemple nettement plus flatteuse. Photo qui d'ailleurs nous présente officiellement sa sœur adoptive Karine. Ah oui, non pardon, on dit dans l'oreillette que je n'ai pas que finalement son nom officiel est Éarienne. De même nous est présenté le fils de Ar-Pharazôn, Kemen. Je ne m'attarde volontairement pas trop sur ces deux personnages, puisqu'ils feront normalement l'objet d'un point rumeur à venir en août. Pour enchaîner avec Galadriel et Elendil à cheval... Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop. Oui, Elendil. Au départ, je pensais qu'il s'agissait de Halbrand, mais finalement non. Vu le bleu que Galadriel porte, la scène pourrait se passer après son arrivée à Numénor. Mais pourquoi aller vers cette forteresse qui semble un peu abandonnée? Alors, il faut aussi savoir qu'une séquence de poursuite à cheval très tendue a été filmée sur l'une des plages de la côte ouest d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, et qui impliquait un personnage important. Galadriel tenterait-elle de s'échapper de Numénor, et se ferait-elle poursuivre par la garde de la ville? Sachant que s'échapper d'une île à cheval, c'est pas le meilleur plan du monde. Et après le fils, évidemment le père, Elendil, et là pour le coup c'est le même. Avec un air peut-être un peu plus sévère, mais qui est sûrement dû à la scène et à sa conversation visiblement un peu tendue. Et toujours avec le rappel à la mère avec ce motif d'écaille sur sa veste. Nouveau personnage que l'on attendait énormément, Ar-Pharazôn, qui, comme j'avais pu vous dire, rallie clairement les foules, et ce très probablement devant une auberge. Ouvrière! Ouvrier! Camarade! Pour le coup, il est très classe, et il fera un parfait antagoniste. Je vous ai compris! J'adore ce look barbe et cheveux assez longs avec ce mélange de grisonnant et de noir profond. Il porte aussi un rouge très vif, de façon extrêmement romaine, mais avec toujours cette touche numénoréenne de bleu. Bleu chiotte comme ça, mais pas terni. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. On est toujours sur un mélange de Grèce et de romantique ici, déjà avec les couleurs bleues et blanches dans les décors, mais aussi avec ses braseros, et la petite touche marine avec le motif de coquillage sur les murs. On notera aussi que le bout de ses manches reprend les rayons du soleil, l'emblème déjà aperçu de nombreuses fois, et qui serait celle des hommes du roi. On retrouve ici ce qui semble être Halbrand en plein combat aux côtés de la cavalerie numénoréenne. On notera surtout les traces de sang sur le mur derrière lui. Enfin, on entend Durin parler avec un magnifique accent, alors qu'il montre à quelqu'un, encore une fois plus grand que lui, une pierre ou un minerai. Vu la couleur, je pense qu'il s'agit là d'un morceau de mithril brut, ce qui serait logique pour l'intrigue des nains. S'ensuit une scène que je n'aurais jamais imaginé voir en images, en tout cas s'il s'agit bien de ce qui semble s'agir, le serment de Fëanor. Un serment prononcé par Fëanor et ses 7 fils après la destruction des arbres et ayant conduit, eh bien finalement à beaucoup d'éléments pas joyeux, mais surtout à la migration d'une bonne partie des Noldor en Terre du Milieu. On trouve ensuite Arondir faisant des légolasseries face à un loup ou un warg. On notera surtout qu'ils sont tous les deux enchaînés. Arondir est attaché à la cheville, tandis que le loup a soit un collier, soit un harnais, mais dont on voit en tout cas la chaîne. Une fois capturé, l'elfe serait donc peut-être forcé de se battre pour le plaisir des orques, une sorte de gladiateur, ou cela serait-il la première étape de son évasion. En tout cas, il n'est pas seul dans cette fosse, et même si celui-là a l'air encore en vie, son copain à côté a, semble-t-il, passé l'arme à gauche depuis un bon moment. Alors que deux pieds velus se prennent dans les bras, l'on s'attardera plutôt de nouveau sur l'homme venant de s'écraser en météorite. Pour arriver ainsi à ce plan, et là oui, ça ressemble à un œil enflammé. Quand bien même j'aimais beaucoup la théorie du mage bleu, là force est d'admettre qu'elle a pris un coup de plomb dans l'aile, et que ça crie plutôt Sauron plus que magicien. Alors, à voir si la scène sera telle qu'elle dans la série, et si ce n'est pas fait exprès pour nous tromper, mais il y a assez peu de chance, et honnêtement ça serait assez grossier de nous faire un tel plan pour au final que ce ne soit pas Sauron. Le problème, c'est que je trouve que c'est aussi assez grossier de nous faire voir Sauron être aidé par un ancêtre des Hobbits. Je comprends l'ironie de la situation, mais c'est tellement inséré au forceps que tout le monde comprendra l'ironie de la situation. C'est un peu le niveau 0 de la subtilité.
Après, rien ne nous dit que les infos selon lesquelles les pieds velus aideront cet homme ne sont pas complètement fausses. Et franchement, s'il se met à cramer la gamine pieds velus en face de lui, moi je dis bingo, c'est parfait. Pour finir, on assiste à la marche des pieds velus vers des collines verdoyantes qui pourraient évidemment faire penser à la région de la Comté, mais je pense que ce serait encore un peu trop tôt dans leur périple pour qu'ils arrivent à cet endroit. Alors bon, cette vidéo a suffisamment traîné en théorie, alors je serai bref sur la conclusion et je vais vous laisser cogiter à tout cela et me dire ce que vous en pensez. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, et si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, abonnez-vous. Dans tous les cas, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.